C'est toujours un plaisir d'écouter Bertrand Fragonard. C'est remarquable. Bon, ceci dit, Bertrand Fragonard a une posture un peu critique sur notre affaire, disant, bon, votre truc, c'est pas mal dans l'idéal, mais il y a un tas de raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Bon, je ne sais pas, moi je suis un idéaliste, je ne sais pas, je suis un grand démocrate, et je pense qu'un système qui est compréhensible par le citoyen, c'est une jolie vertu quand même. Le fait que le système soit démocratiquement compréhensible, c'est une vertu pour moi assez majeure. Bon, ça se discute. Justement, on va discuter. François-Xavier a collecté des questions, je crois, ou des remarques, et donc je lui passe la parole, et voilà, à lui de gérer. Merci beaucoup, Marc. Première question qui est une demande de précision pour Léon Régent. Quels sont les montants et le nombre de personnes concernées? Donc, je suppose que c'est par allocation familiale unique. Oui, le nombre de personnes concernées, c'est le nombre d'enfants. Et les montants, Bertrand Fragonard a donné les chiffres qui sont dans le livre qui date de 2017. C'est de l'ordre de 165 € jusqu'à 6 ans. Ensuite, 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Non, parce qu'on majore à 6 ans. L'ARS est à part. Alors, on peut mettre l'ARS à part ou dedans. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas d'équivalent ARS jusqu'à 6 ans. Ensuite, il y a les 167 € et il y a une ARS qui tombe pour tout le monde, mettons fin août. Et à partir de 14 ans, il y a une majoration de l'ordre de 37-40 €. Et donc, ça concerne tous les enfants. Donc, c'est de tête 17 millions. 17 millions. C'est pas... Ah ben, moins, parce que comme la natalité baisse... Ah oui, un peu moins. Donc, ça va faire des économies. Ça permet d'indexer sur les salaires. Une demande d'éclaircissement technique pour Bertrand Fragonard. La question est la suivante. Pourquoi passer par un crédit d'impôt et non par une prestation sociale? L'effet sur le taux de prélèvement obligatoire est le même. Alors effectivement, on souligne là le fait qu'à enveloppe constante, on est poche droite, poche gauche. Peut-être que nominalement, les prélèvements obligatoires augmentent, mais ils sont aussi compensés par une redistribution plus élevée. C'est pas tout à fait équivalent, parce qu'aujourd'hui, le quotient familial n'est pas dans les prélèvements obligatoires. Donc, si vous rendez le quotient familial, si vous le supprimez, vous avez une augmentation. La conséquence, c'est que vous avez plus de ménages imposables, payent plus d'impôts, je pense que c'est pour un problème. Et alors, en ce qui concerne quelque chose qui est effectivement peut-être loin de la préoccupation des Français, qui est la compréhension de la comptabilité des prélèvements obligatoires, pourquoi passer par un crédit d'impôt? Tout simplement parce que vous économisez de l'impôt, tous les Français paieront moins tous les enfants ayant des enfants. Soit ils sont imposables au barème et ils voient leur impôt augmenter, soit ils ne sont pas imposables et à ce moment-là, ils ont un crédit d'impôt positif, solution technique qu'on sait très bien gérer. Je veux dire, on gère maintenant des sommes considérables sous forme de crédit d'impôt. Alors là, c'est une question de choix philosophique. Vous pouvez très bien dire, je préfère qu'on visualise l'aide par une prestation positive. Je vous donne tant d'argent. Ce n'est pas du tout la même chose de dire les familles paieront moins d'impôts. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez le débat qu'il y a eu ces dernières années sur l'évolution du nombre de ménages imposés. On flirte autour de la moyenne, etc. C'est un vrai débat politique. Et puis derrière tous ces débats, vous aurez des problèmes techniques. Comment vous partagez la prestation? Pourquoi vous supprimez la demi-part des parents isolés? Donc le choix d'une approche fiscale, d'une approche prestation, se discute. Vous pourrez très bien avoir un crédit d'impôt. On serait tout à fait capable de gérer ça aussi, avec les mêmes caractéristiques, si je puis dire, que celles du schéma, c'est-à-dire le même montant. Vous pourriez très bien dire, je diminue les impôts de 167 €, et diminuant les impôts de 167 €, ceux qui payent plus de 167, par définition, ils paieront un peu moins, et ceux qui payaient, vous leur donnerez un crédit d'impôt. Une troisième question pour le dispositif proposé par l'AIR. Pourquoi ne pas tenir compte du rang de l'enfant et du revenu pour l'AFU? Cela semble logique si on croit à l'indicateur du niveau de vie. Est-ce pour se placer dans une logique de consommation et non de revenu? Donc, on vient sur la question du rang de l'enfant qui est effectivement sensible. Je ferai deux remarques par rapport à ce qu'a dit Bertrand Fragonard. La première remarque, c'est que
il ne faut pas oublier que toutes les familles passent par la case un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants, et puis reviennent à la case 2 enfants, un enfant, une fois qu'ils quittent le foyer. Donc l'effet cumulé sur les années est moins grand que si on regarde une seule année. La deuxième chose, c'est qu'on est malheureusement, mais enfin, dans une société avec de plus en plus de familles décomposées, recomposées, compliquées. Et je me demande quel est, pour ces familles, le sens du rang de l'enfant. Alors évidemment, au plan administratif, on trouve sans doute des définitions, mais est-ce que ça correspond à une réalité vécue? Ah oui. Dans une famille recomposée, chaque enfant compte. Si vous avez 2 enfants d'un premier lit et un enfant du second lit, vous avez 3 enfants. Oui, mais ces enfants vivent un peu les uns avec le père, les autres avec la mère, les troisièmes avec le père précédent. Ils ne sont pas dans la même maison, quoi. Ça pose, Pas forcément. Ça pose le problème des prestations sous conditions d'isolement. Actuellement, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque les gens se séparent? On fixe une prestation compensatoire, on fixe une pension alimentaire des enfants, on voit ce qui se passe. Et s'agissant des prestations familiales, on a une législation totalement incohérente et baroque du partage des prestations familiales et fiscales. On pourrait remettre de l'ordre, mais on saurait le faire. Pour tout simplement te dire qu'il y a un problème majeur, tout à fait considérable et que les gens esquivent, c'est que toutes ces aides aux parents isolés, elles sont attribuées au moment où la personne dit « je suis isolé », à supposer qu'elle soit sincère. Et beaucoup de ces aides, elles disparaissent lorsque vous vous remettez en couple. D'ailleurs, vous avez indiqué un petit peu, s'agissant du mariage, ce qui se passe. Et donc, l'une des grandes difficultés, c'est à partir de quel moment avez-vous un système suffisamment crédible pour que ce soit honnêtement géré? C'est-à-dire, les gens ont recours, premier problème, ils savent qu'on va les aider lorsqu'ils sont isolés, et un problème de sincérité qui est je ne tirerai pas trop sur la corde et je déclarerai quand je me mets en couple. Donc ces problèmes-là sont des problèmes considérables que vous n'avez pas pu aborder, et pour cause, puisque vous ne traitiez pas de ces sujets, mais c'est des sujets considérables qui roulent sur, en gros, 20% des familles. Alors c'est vrai que du coup, cette difficulté de savoir qui est en couple et qui ne l'est pas, je rappelle que sur les questionnaires du RSA et de la prime d'activité aujourd'hui, on pose la question, est-ce que vous êtes mis en couple et si oui, quel jour? Est-ce que vous avez arrêté d'être en couple et si oui, quel jour? C'est quand même assez sidérant comme intrusion. Et donc, la manière la plus simple, c'est de faire que notre système fiscal, socio-fiscal, soit individualisé, c'est-à-dire qu'on est en couple, on n'y est pas, l'État réclame ou donne la même chose. Juste un petit point, juste rappeler que sur le nombre d'enfants, donc là vous insistez beaucoup sur la prime au 3e enfant, et quand on regarde un petit peu, quand on interroge les gens, bon, on croise un certain nombre de personnes, il y a quand même une tendance qui se fait actuellement, c'est que beaucoup de gens disent il faut arrêter d'aider les familles nombreuses. Ils disent exactement l'inverse, qui disent on aide le premier, ok, le deuxième, ok, le troisième, là c'est de l'excès, là, il faut arrêter. Donc on a quelque chose qui est assez virulent dans la société, c'est que les gens acceptent de moins en moins les familles nombreuses, voire très nombreuses, qui sont quelque part un peu accusées de tirer les ressources de la planète. Donc il y a un mouvement qui se fait, qui n'est pas du tout celui qu'on a connu les années précédentes. On dit, tiens, on va donner une prime au 3e enfant, parce que comme ça, on aura des soldats pour aller à la guerre. Hein, c'était une vieille histoire. C'est ça l'histoire au départ. Hein. Le 3e enfant, c'était pour avoir les soldats pour aller à la guerre. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et je dirais, c'est même plutôt l'inverse. Donc c'est pour ça que, à l'ER, nous sommes tout à fait en désaccord avec votre analyse, hein, on en a déjà parlé. Et nous ne voyons aucune raison d'aller favoriser ou défavoriser le rang de l'enfant. Un enfant, c'est un enfant, fin de l'histoire. Que les parents composer, recomposer, c'est une autre histoire, c'est leur affaire. Voilà, l'enfant, c'est un enfant, c'est en point final. Et donc nous ne voyons aucune légitimité à des choses plus compliquées que ça. La réalité sociale n'est pas celle-là. Un enfant ne vaut pas un enfant. C'est ça la politique familiale. Alors on peut être en désaccord avec cette option. Non. Un enfant d'une famille isolée, ne serait-ce que parce que dans beaucoup de situations, on considère que l'échelle des unités de constatation doit tenir compte de l'isolement. Et puis on considère que ce qui compte, c'est aussi le niveau de vie relatif au fur et à mesure que la famille s'accroît. Donc vous vous basez sur l'idée très simple, et je n'ai pas de raison
de contester qu'elle soit envisageable, qui est tous les enfants se valent en France. Moi, je dis non. Les enfants, ils sont ce qu'ils sont dans leur famille, compte tenu des caractéristiques de cette famille. Et tout le problème est de savoir quelles caractéristiques vous retenez et à partir de quel moment la prise en compte de ces caractéristiques aboutit à un système tellement baroque, tellement instable, que vous finissez par dire « mettons un peu d'ordre là-dedans ». C'est bien ce que vous souhaitez faire. Mais pour moi, on peut mettre de l'ordre par des choses plus simples, sans aller jusqu'au principe que vous dites, qui est que tous les enfants se valent. Avec des compléments. Sur le slide que vous avez à l'écran, là, il y a des compléments pour les enfants handicapés, bien entendu. Un enfant handicapé, c'est un cas particulier. Parent isolé, un enfant qui est privé d'un de ses deux parents, c'est une situation compliquée également, qui pose un tas de difficultés au quotidien. Les compléments. Oui, Mais ce n'est pas une complexité en plus, c'est un complément justifié, clair, limpide, transparent, et qui a un sens démocratique. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens démocratique, notre affaire. mais c'est la gestion de ces compléments qui pose l'essentiel des problèmes de gestion, de complexité et de non-recours. Gérer les allocations familiales, vous diriez par exemple, les allocations familiales sont indépendantes du revenu, aujourd'hui. Bon, pourquoi pas? Il s'agit de regarder qui gagne, qui perd. Ça l'a été pendant de nombreuses décennies. Ça l'a été, tout à fait. Il en demeure pas un que pendant de nombreuses décennies, il y a eu 0 pour la famille de 1. Moi, chaque fois que j'ai vu des ministres, Dieu sait si j'en ai vu, première question, il faut faire l'allocation familiale de 1. Je dis, oh ben, très bien. Généralement, c'est des dames. Très bien, madame la ministre. Combien ça coûte, les allocations familiales de 1? Probabilité, c'est que la ministre qui arrive ne sait pas. 3 milliards. 3 milliards si vous donnez la moitié des allocations familiales de 2. C'est-à-dire si vous donnez 60 €. 60, alors, très bien. Avez-vous 3 milliards pour le faire? Sachant que vous souhaitez développer les crèches, vous considérez que l'allocation de logement est mal indexée, vous voulez faire un effort pour les... Alors, au bout d'un temps, très bien, c'est terminé, et vous n'entendez plus parler de la création des allocations familiales d'un enfant. Je n'ai jamais vu un ministre dépasser un quart d'heure sur ce thème. Alors, bien entendu, dire si j'avais de l'argent, oui, aussi, oui, bien sûr, mais ce n'est pas vrai. La politique familiale, si vous regardez dans le budget économique de la nation, elle progresse considérablement en 1945 avec le boom de la natalité et un système généreux, mais depuis plusieurs décennies, on réduit l'enveloppe. On réduit l'enveloppe par l'indexation sur les prix, alors que les recettes sont en gros comme les salaires. Et puis surtout, on fait des petites biscoettes. Il n'y a pas une année dans laquelle on procède à des économies. Et donc, l'idée qu'on peut échapper à la contrainte financière pour dire tout le monde est traité de la même enseigne, automatiquement, et Léon Jean a raison de le dire, on va vous dire, mais qui gagne, qui perd. Alors, vous faites l'affût, puis vous regardez qui gagne, qui perd, et puis après, vous allez voir un ministre en disant, vous prenez ça à ISO budget, et comment vous l'indexez? Et tant que vous n'avez pas des réponses de ce type, vous ne pouvez pas progresser. Donc, quoi le budget? Alors, si vous voulez savoir qui gagne, qui perd, je vous invite tous à tester sur le site lemodèle.fr. Vous allez sur lemodèle.fr, là, vous rentrez une configuration familiale, quelle qu'elle soit, voilà, des enfants, des grands, des petits, des gros, c'est ce que vous voulez, nombreux, mariés, pas mariés, tout ce que vous voulez, et ça vous calcule exactement les systèmes actuels et par quoi on le remplacerait, donc l'AFU de Léon Jean, avec ce paramètre-là, 200 ou 250 €. Donc voilà, lemodèle.fr, vous pouvez tester la chose et vous aurez des réponses à cette question qui gagne, qui perd, au moins. Sur le budget, effectivement, c'est l'ordre de 3 milliards à peu près. Bon, 3 milliards, ça se discute, ce n'est pas un sujet simple, évidemment. Vous les mettez dans François-Xavier? Oui, une dernière question peut-être qui est plus une question un peu sur la philosophie et l'esprit. Ce que vous avez décrit finalement, c'est une politique familiale dont l'objectif est que avoir ou pas des enfants soit relativement neutre sur le niveau du ménage, qui était l'hypothèse de départ de la politique familiale. Finalement, ayez des enfants, ça ne vous coûtera pas d'argent. Enfin, je caricature un peu l'idée, mais et effectivement, dans cette logique-là, la proposition de l'air n'a pas de sens, puisqu'il faut s'adapter complètement au système. Est-ce que c'est pas au départ cette proposition-là qui doit être mise en question, un peu dans ce que disait Marc, en disant finalement, est-ce que le rôle de l'État, c'est d'inciter à avoir des enfants? Est-ce que ça fait partie du rôle de la nation que de s'interposer dans un choix individuel qui est celui du choix de l'enfant? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas choisir plutôt une logique
relativement neutre telle que celle que la propose l'ER, en disant finalement, au même titre que l'éducation nationale est gratuite pour tous, indépendamment du revenu ou du rang dans la fratrie, eh bien, l'aide de l'État est la même pour tous, indépendamment du rang et revenu dans la fratrie. Je pense est-ce qu'on n'a pas un problème philosophique, enfin une question de définition de l'objectif au départ? Enfin, il me semble que justement, Jérôme Accardo était, je pense, très éclairant sur cette question. Effectivement, ce choix est essentiellement normatif. Et donc, de vouloir déclarer que, déclarer que c'est le coût de l'enfant qu'on va compenser, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est vraiment un choix politique, donc citoyen. Dans une démocratie, c'est un choix citoyen, que les citoyens peuvent dire, OK, on est d'accord, un enfant, c'est tant, fin de l'histoire. Et toute cette complexité, les citoyens n'y comprennent absolument rien. Et quand on rencontre les politiques qui ne comprennent rien non plus, c'est quand même dramatique, quoi. Donc nous pensons effectivement qu'il faut à un moment poser les choses de manière articulée, simple, claire, pour que les citoyens puissent dire « Ok, c'est notre choix, nous sommes d'accord avec ça ». Bon, c'est peut-être utopique, hein, je ne sais pas. Hein. L'enjeu majeur pour moi, je rappelle, c'est d'abord de sortir les enfants des minima sociaux pour pouvoir rationaliser les minima sociaux. Et l'objectif d'améliorer, ou de simplifier, de rendre plus claire la politique familiale, c'est un deuxième objectif. Il y a aussi un point dont il faut bien avoir conscience, c'est tel que les choses sont posées sur le RUA, et autant que je l'ai compris, l'aspect fiscal n'est pas dans le champ du RUA. On traite des aspects sociaux sur les très bas revenus. La démarche qui est ici est une démarche où on intègre les aspects sociaux et fiscaux pour avoir une continuité sans effet de seuil sur l'ensemble de l'échelle des revenus. Alors là, ça dépasse bien sûr, parce que la mission du RSA n'est pas définie en intégrant les aspects fiscaux. C'est l'option qui a été retenue à l'origine, c'est-à-dire de dire on a un barème du RMI qui augmente avec la taille de la famille en fonction de règles relativement simples. Tous les revenus sont à l'intérieur, y compris les prestations sociales, et on verse la différentielle. Alors l'ennui vient de ce que on a fichu tellement de contradictions dans l'échelle que c'est incompréhensible. Et là, je le comprends très bien. Par exemple, le forfait logement dont vous avez parlé fait que le barème qu'on a fixé pour augmenter le RMI en fonction de la taille de la famille, il est déjà vérolé avec le forfait logement. Ensuite, on invente toujours des zinzins. Alors, par exemple, tout d'un coup, on a dit, ah ben, c'est vraiment pas bon, le RMI, il est trop faible. On va l'augmenter pour les familles de 3. Alors, on a rajouté 0,1 unité de consommation dans le barème. Puis, on sort ceci, on rentre cela, etc. Et donc, on a perturbé le principe, pas trop compliqué, de l'origine, d'où le constat que fait Léon Régent, qui est de dire, honnêtement, c'est pas baroque, c'est absurde. Parce que le baroque, c'est beau. Alors que l'absurde, ça ne l'est pas. Enfin, ça ne l'est pas. Et donc, je suis d'accord avec toi, il faut choisir entre j'ai un barème qui définit le revenu complet qu'on garantit, et toutes les ressources sont banalisées à l'intérieur de ce revenu, ou bien on fait comme le suggère Léon Régent en disant on fixe le RSA ou le RMI pour un célibataire, un couple, et puis après on ne se préoccupe plus des enfants puisque les enfants sont tous traités par l'AFU.